Honorable député national François Zekouye, vous êtes notre invité ce soir, bienvenue. Merci. Avec tous ces titres honorifiques qui n'est pas vraiment de coutume chez les journalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans ces grands journaux vraiment spécial pour parler du 14e sommet de la francophonie. Vous êtes de la majorité satisfait de la tenue de ce sommet à Kinshasa? Absolument, oui. On ne peut pas être moins heureux. Je crois que le pari est gagné. Beaucoup s'imaginaient l'Afrique centrale comme la forêt équatoriale, au vrai sens du terme, où on trouverait des hommes qui montent encore sous les arbres comme des singes. Aujourd'hui, on a trouvé une civilisation au milieu de l'Afrique centrale et je crois que les hôtes ont été mieux reçus que dans beaucoup de pays occidentaux. Ah oui. Et donc, c'est une fierté pour nous d'avoir organisé avec succès ces grands sommets où tous sont unanimes que cela a été un succès. Mais aussi, nous sommes très contents de par toutes les déclarations qui ont été tenues et les résolutions à l'issue de ces sommets, condamnant ouvertement l'agression dont la RDC fait l'objet aujourd'hui, même s'il y a eu la réserve du Rwanda, et on ne pouvait pas s'entendre à autre chose, parce que avouer ou accepter la condamnation ciblée des acteurs qui sont en train de tuer, les Rwandais acceptaient du coup d'être condamnés. Mais aussi refuser de signer cette déclaration, c'est un aveu, dire que nous reconnaissons que nous sommes coupables, mais nous ne voulons pas être punis. Donc de tous côtés, c'était une grande réussite, cette organisation du 14e sommet de la francophonie, et je crois que l'histoire retiendra ça comme une des dates importantes de l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors, deux dossiers, d'abord, ne prenons pas l'environnement, les enjeux environnementaux, nous prenons la crise au nord du Mali et la crise dans la partie est de la RDC. On a écouté le président français avec une bonne proposition d'attaquer militairement les rebelles au nord du Mali. Et du côté de la RDC, on se contente rien que d'un discours que les frontières sont intangibles. Oui. Non, je crois que de ce côté-là, la réponse a été donnée par Abdou Diouf. Abdou Diouf a très clairement dit qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures, deux poids, deux visions dans le monde aujourd'hui, où on condamne certaines situations dans certains pays, on les accepte ailleurs. Et donc, je crois que ces déséquilibres que nous connaissons face à nos amis de la communauté internationale, particulièrement les Occidentaux, et à décrier. Il y a des pays où les élections ont été très mal organisées. Il y a des endroits où on a perpétué les mandats électoraux à l'infini. Et à côté de nous, au Rwanda, tous les challengers à Kagame sont en prison, mais personne n'ose lever le ton pour parler de démocratie. En même temps, comme tu viens de le dire si bien, au Mali, on propose une force pour pouvoir combattre les rebelles qui sont en train de prendre pratiquement tout le nord du Mali. Par contre, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est à peine que l'on puisse dire effectivement qu'il faut une force, même si on parle actuellement d'une force neutre. Mais ce n'est pas François Hollande qui l'a dit. Il parle de redimensionner ou de changer le mandat de la MONUSCO. Faut-il encore savoir quand est-ce qu'on le fera pour que la MONUSCO soit efficiente et efficace? Par contre, l'ensemble de la francophonie est d'accord qu'il faille aller dans le sens de la force neutre qui va être mise en œuvre dans quelques mois. La RDC partage la vision, la proposition française de rester peut-être définitivement avec la MONUSCO, la force des Nations Unies en RDC? Non, je ne crois pas. La MONUSCO a fait 10 ans à la République démocratique du Congo. Il est temps qu'on en évalue très clairement l'efficacité. De mon point de vue, j'ai toujours dit que les 1 milliard qu'on donne à la MONUSCO chaque année, si on les donnait au FARDC, je crois que nous aurions une armée bien aguerrie. Et donc, j'estime que la MONUSCO devra partir à un moment donné. Nous sommes en train de voir avec la force internationale neutre qui va arriver, quels vont être les résultats. Après, on peut peut-être donner à la MONUSCO ou changer sa mission à une force qui peut aider la RDC à former son armée. Pourquoi pas, pour qu'elle soit utile. Mais en tout cas, elle devrait déjà commencer à travailler avec les FARDC dans ce sens-là. Nous avons ouvert nos académies militaires. Il faudrait qu'on nous aide à former notre armée nationale. C'est une des résolutions du reste encore de la francophonie, pour que la RDC donne des garanties de sécurité à ces populations. Nous devons avoir notre propre armée. Nous n'allons pas attendre éternellement que nous assistent. Et donc, l'idée de changer les mandats de la MONUSCO, je crois que
la France devait y penser bien longtemps avant. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique. Si la MONUSCO peut participer avec les forces internationales neutres, nous n'allons pas les refuser. Ils ont les équipements, ils ont des hommes, et donc ils peuvent donner une contribution. Mais je crois que la MONUSCO ne devra pas s'éterniser dans ces pays. Il faudra un jour ou l'autre que la MONUSCO rentre. Ah voilà. Autre question. Nous parlons maintenant des aspects de l'opposition dans ces 14e semaines de la francophonie. Une rencontre tant attendue à François Hollande et Etienne Tshisekedi, une rencontre, mot de journaliste, qui faisait peur dans beaucoup de salons IP ici dans la capitale. Êtes-vous satisfait quand Tshisekedi déclare qu'il met la croix sur les passés comme les titres La Prospérité, le journal? Bon, je ne sais pas s'il met la croix sur les passés. Est-ce qu'il a le choix de faire autrement? Je crois que ce qui est plutôt positif dans tout cela, c'est que tous les Congolais ont été unanimes que les questions de démocratie sont une question de souveraineté des Congolais. Que ce soit Etienne Tshisekedi ou Kabila, que ce soit tous les Congolais, nous sommes unanimes sur cette question-là. Et je crois que François Hollande a compris, parce qu'il croyait qu'il lui revenait à lui de juger acceptable ou inacceptable notre démocratie. Etienne Tshisekedi, qu'il considère comme un ami, lui a répondu du berger à la bergère que ce n'est pas son affaire, en d'autres termes. Et donc, c'est une affaire des Congolais. Et donc, aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensaient, François Hollande a clairement dit aujourd'hui qu'il y a un seul président de la République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila, et il y a des opposants. Lui, il a parlé d'un opposant. Vous êtes en train de dire que Tshisekedi, malgré tout ce qu'il y a eu pour les élections de novembre, il vient d'accréditer le pouvoir en place? Non, il n'avait pas de choix. Parce qu'il dit que la démocratie, c'est une affaire congolaise, la Cour suprême de justice, qui est l'instance habilitée à trancher, au-delà de l'action de la CENI, qui a gagné, qui a perdu, a dit que c'est Kabila qui a gagné. Et donc, les disant clairement, il veut dire que c'est Kabila qui est président sans pour autant le dire ouvertement. Et donc, je crois que Tshisekedi et l'UDPS, du reste, qui siège avec nous à l'Assemblée nationale, qui participe clairement au pouvoir en place aujourd'hui, a montré clairement que Kabila est président. Quand l'UDPS dit devoir déférer son secrétaire général à la justice, à quelle justice devra-t-il la déférer? Ce n'est pas la justice qui fait partie des cours de tribunaux consacrés dans ce pouvoir et les cours de tribunaux qui dépendent du ministère de la Justice en ce qui concerne les magistrats, bien évidemment. Et donc, c'est dire qu'il a crédit de la justice congolaise où le magistrat suprême est Joseph Kabila. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a que les aveugles qui ne comprennent pas que Etienne Tshisekedi a compris. Il a accepté sa défaite parce qu'il n'avait pas de choix. Il ne pouvait pas gagner. Tout le monde l'a dit. L'opposition était divisée aux élections de 2011. Et la majorité était unie derrière un seul homme. Il n'avait pas de chance de gagner. Il y a eu des irrégularités, oui. Les observateurs ont dit, peu importe les inégalités qu'il y a eu, l'ordre d'arrivée n'allait pas changer. Et donc, tout le monde est d'accord aujourd'hui que... Mais cela n'est pas le point de vue de Joseph Olenga-Nkoyi, qui a parlé il y a quelques heures ici à Kinshasa. Il dit encore, concernant la démocratie et les droits de l'homme, un deuxième rendez-vous manqué sur le mandat Joseph Kabila. Bon, c'est son point de vue, il faut qu'il le justifie. S'il estime que en matière de droits de l'homme, il y a un rendez-vous manqué, je crois qu'il devait plutôt parler avec nos amis du M23, parce que ce sont eux qui sont en train de tuer, de violer au jour le jour. Mais en dehors de cela, où est-ce qu'on peut parler encore de violations des droits de l'homme? S'il fait allusion au procès Tchébéa, le président de la République en a parlé, le procès est en cours. Et donc, il ne faudrait pas que, parce que les gens croient que tel est suspect dans une affaire, qu'il faut logiquement les condamner. Il ne faut pas que l'on puisse faire la justice de la rue. C'est dire que parce que je pense que Mathieu Kamango qui est coupable dans telle affaire, il faut que ce soit absolument lui. Et si on trouve un autre coupable, Mathieu Kamango n'est pas le bon coupable. Il ne faut pas se choisir des coupables dans ces pays. Les faits ont été commis, on a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient impliqués là-dedans, ils seront condamnés. Et donc, nous estimons qu'encore une fois, la justice congolaise, elle est une affaire des Congolais, autant que la justice française est une affaire des Français. Et donc, nous n'avons pas des complexes, comme l'a dit le président de la République, mais moi je dirais mieux, nous n'avons pas des leçons à recevoir des personnes en cette matière. Les droits de l'homme en France ne sont pas nécessairement mieux respectés qu'en RDC. C'était une bonne réponse diplomatique. Oui, le président a été très diplomate. Il n'a pas été... bien évidemment, c'est sa fonction qui l'oblige. C'est un homme qui connaît
la bonne diplomatie, il respecte les pays voisins, même si les autres, je dis l'autre, je vais dire particulièrement François Hollande, n'a pas eu même la délicatesse de le citer dans son discours. Vous invitez quelqu'un chez vous et il vous ignore complètement, il parle de votre pays, de vos enfants, sans pour autant dire merci de l'avoir reçu chez vous. Mais quand vous dites que la démocratie, c'est votre choix, votre option normale, libre, et est-ce qu'il n'y a pas eu une pression de la francophonie, de la France concernant les droits de l'homme, la démocratie? On a vu vite à l'Assemblée nationale, vous avez fait la commission des droits de l'homme, il faut une commission déjà pour le bureau de la CENI. Est-ce qu'on ne vous a pas forcé? Non, je ne crois pas. D'abord, la loi portant institution de la commission des droits de l'homme avait déjà été votée par le Sénat dans la législature passée. Donc, la mettre sur la table n'était pas sous la volonté ni la pression de qui que ce soit. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous suivez l'actualité de l'Assemblée nationale. Nous venons de sortir d'une session inaugurale, puis d'une session extraordinaire budgétaire. Bon Dieu, à quel moment on aurait pu avoir le temps de traiter cette matière, si ce n'est pas maintenant? La question de la CENI, nous avons été d'accord, toute la classe politique, opposition comme majorité, du reste, qu'il faille réformer la CENI. On n'a pas dû attendre François Hollande pour que nous puissions nous mettre d'accord sur cette question-là. Mais simplement, l'agenda de l'Assemblée nationale ne pouvait pas le permettre à ce qu'on traite ces matières beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Et nous sommes en train de les traiter en toute sérénité. La francophonie est passée, cela ne va pas nous empêcher de continuer à mettre en marche les réformes sur la CENI, parce que nous n'avons pas fini de les faire. Et donc, nous mettons à défi quiconque de nous dire que nous allons nous stopper parce que la francophonie est passée. Si c'était cela l'argument, pour nous pousser à le faire. Parce que la francophonie est passée, donc les réformes vont se taire. Non. Ce n'était pas un objectif pour nous, la francophonie, c'était une étape de notre histoire. Nous sommes fiers de ce qui est arrivé, mais nous avons un avenir à faire. Nous avons une révolution de la modernité à mettre en marche. Nous avons les raffermissements de la démocratie parce qu'il n'y a eu que les élections présidentielles et législatives. Nous attendons des nouveaux députés provinciaux qui vont élire des sénateurs, qui vont élire le gouverneur de province, mais aussi les élections communales et municipales. Et nous allons y arriver. Ce n'est pas la volonté de la communauté internationale, c'est notre propre volonté. Ah voilà, ça c'est bien dit. Alors, autre sujet de satisfaction, la francophonie a soutenu les initiatives internationales visant les pillages de minéraux et des groupes par les groupes armés. Kinshasa accuse Kigali d'être complice de ces commerces illégaux. À qui? À la francophonie? Oui, c'est bien que la francophonie l'ait dit, mais encore une fois, nous estimons que la francophonie n'est pas allée suffisamment loin. Nous attendions, en tout cas personnellement, que les pays de la francophonie se disent nous allons constituer une force pour défendre un de nos membres qui est agressé. Parce qu'aujourd'hui, la charte des Nations Unies exclut les règlements entre litiges dans les pays voisins ou tout autre pays par la voie des armes. Donc nous avons été agressés, nous devons être défendus. Et donc nous estimons que la force avec laquelle la francophonie veut intervenir au Mali, la francophonie devait faire pareil par rapport à la République démocratique du Congo. Et c'est là que nous disons que nous devons regarder au-delà de la francophonie. Parce que les personnes qui nous soutiennent le plus aujourd'hui ne se recrutent pas nécessairement dans la francophonie. Exact. Il faudrait que nous disions, nous avons d'autres amis qui nous ont défendus, tant au niveau du Conseil de sécurité, qui nous défendent du point de vue économique, parce qu'ils viennent investir dans notre pays. Il y a les États-Unis qui ont investi avec Tekefon Manning, il y a l'Afrique du Sud avec Roachimang et d'autres. Tous les pays anglo-saxons sont mobilisés pour aider la République démocratique du Congo. Les meilleures sanctions ou les premières sanctions contre le Rwanda ne sont pas venues de la France. Encore que je n'ai pas entendu une seule fois que la France a interrompu l'aide qu'elle apporte au Rwanda. Et donc ce sont les pays anglo-saxons et du nord de l'Europe qui ont été les pionniers et les premiers à nous soutenir. Donc nous estimons que nous devons nous ouvrir au-delà de ça. Et François Hollande n'a pas dérogé à ces principes en disant que nous devons parler toutes les langues sans oublier les Français. Et donc nous saisissons la balle au bon. Nous avons déjà cette idée-là de nous dire que nous devons travailler vers l'idée d'avoir l'anglais comme une seconde langue officielle dans ces pays. Nous devons nous ouvrir, pourquoi pas, au Commonwealth. Le Rwanda est membre du Commonwealth.